Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers lycéens, chers amis, bienvenue à ce deuxième entretien d'ici de notre cycle consacré à la thématique du lien. Le cycle de cette année nous permet de nous interroger sur ce qui nous relie les uns aux autres. Des chercheurs, philosophes, historiens, pédiatres, écrivains, danseurs se succèdent pour évoquer le lien, la transmission et ce qui permet de faire société et plus précisément ce soir de faire famille. Madame Galabru, qui est la petite fille de Monsieur Galabru, si vous posez encore des questions, elle a accepté qu'on vous le dise, est une joie et un honneur de vous accueillir. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Votre essai, Le visage de nos colères, paru chez Flammarion en 2022, a reçu le prix lycéen du livre de philosophie. Et l'essai qui vous amène auprès de nous ce soir, Faire famille, une philosophie des liens, a été publié en 2023 aux éditions Alary. Vous avez le talent de mêler de nombreuses références philosophiques, littéraires, cinématographiques. Vous mobilisez également l'histoire, l'économie, le droit, la sociologie, afin de nous emmener sur les chemins de la réflexion. Dans cet essai, Faire famille, vous permettez à chacun de mieux comprendre ses liens familiaux et par là même de mieux les vivre avec un regard à la fois historique, critique et personnel. La famille est sans conteste un lieu de complicité, mais aussi un espace de tension, identité et différence, transmission et séparation. Comment rassembler ces contradictions apparentes? Comment transmettre et recevoir? Comment articuler le projet commun d'une famille et la liberté individuelle de chacun de ses membres? C'est sur toutes ces questions que vous nous proposez de nous interroger ce soir et nous vous en remercions. Mesdames, Messieurs, si vous n'avez pas encore découvert l'essai Faire famille de Sophie Galabru, je n'ai aucun doute sur le fait que la conférence ce soir vous donnera envie de le lire bientôt. Vous pourrez le retrouver en fin de conférence grâce à la présence de la librairie ICN Le Livre et la Tortue. Chers amis, avant de laisser la parole à Sophie Galabru, je vous rappelle que les prochains entretiens d'ici auront lieu en février et en mars prochain. Le jeudi 13 février, nous recevrons M. David Le Breton, auteur de son ouvrage « Rire, une anthropologie du rieur ». Puis le jeudi 6 mars, ce sera le tour de la danse comme lien social d'être interrogé grâce à la venue d'Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, accompagné pour l'occasion de 2 danseurs de la compagnie Sainte-Tour. Alors, je ne sais pas bien où ils vont danser. Là, c'est vous qui vous démerderez. Oui. Il me reste donc à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous. Voilà, il faut que j'appuie, ce sera mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation et votre invitation à venir parler du sujet de la famille au cœur des rencontres d'ici. Sujet de la famille qui est un sujet que j'ai voulu m'approprier, explorer, parce que je trouvais que c'était un sujet depuis quelques années qui était un peu abandonné uniquement aux psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, coachs en développement personnel. Et je pensais que la philosophie avait quelque chose à dire sur ces sujets. Et puis, pour être franche aussi, c'est un sujet que je portais en moi depuis longtemps, intimement, depuis l'enfance, parce que je trouvais que c'était une thématique, pas simplement une idée d'ailleurs, mais aussi une expérience paradoxale, c'est-à-dire à la fois un lieu prometteur d'amour, de chaleur, de solidarité, de beauté, et en même temps un lieu qui pouvait être conflictuel, difficile à vivre, complexe, violent. Et donc j'avais envie de l'explorer pour cela. D'ailleurs, c'est la matière romanesque de beaucoup de livres et de films, surtout en cette période de Noël. J'étais en train d'en parler tout à l'heure, mais qu'on pense à Festen ou encore La Bûche, Air de famille. C'est la vie de famille est un paradoxe que d'ailleurs Freud ou Schopenhauer résumait par le dilemme du hérisson, c'est-à-dire les hérissons en période de grand froid ont besoin de se rapprocher, de vivre tous ensemble pour se tenir chaud, et en même temps, s'ils s'approchent de trop près,
il se blesse, il risque de se blesser, de se heurter. Donc il faut essayer de trouver dans la vie familiale la bonne distance, la bonne distance, le bon équilibre pour vivre ensemble sans que cette intimité devienne une intimité toxique ou vénéneuse ou douloureuse. Et donc c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors depuis la montée de l'individualisme, à partir de la Révolution française, des Lumières, on assiste en effet à une montée progressive des droits individuels, de la notion d'égalité, sous l'empire du féminisme, des droits des femmes, des droits aussi des enfants. Et donc, finalement, la famille devient non plus un groupe sous l'empire du pater familias, mais un groupe qui doit composer, faire se composer ensemble et se conjuguer des libertés à égalité. Et donc des désirs différents, des rythmes différents. Et cela appelle donc une négociation plus difficile, plus complexe, en tout cas à mener dans le temps. Et en France, le législateur refuse désormais de donner, c'est intéressant de le dire, la personnalité morale à la famille. Alors qu'il donne la personnalité morale à une entreprise, par exemple. Ce qui veut dire qu'une entreprise est une personne morale qui poursuit des intérêts, des objectifs communs. Mais on ne reconnaît pas cette personnalité morale à une famille. Ce qui veut dire donc que le législateur admet qu'on n'est pas obligé de partager les mêmes intérêts, les mêmes objectifs en vivant sous le même toit ou dans une même famille. Et d'ailleurs, en effet, passé la majorité, les enfants ne sont pas astreints à mener une vie de famille ou à voir leurs parents, leurs frères et sœurs. Donc c'est intéressant de le rappeler. La proximité géographique peut favoriser l'intimité affective, c'est-à-dire la familiarité, des relations étroites, mais pas toujours. Il y a deux écueils à la proximité géographique. Soit cette proximité donne lieu à une sorte d'intimité-fusion qui peut parfois exaspérer les tensions, parce qu'on se sent, on a l'impression que son territoire est menacé, piétiné, ou que son intégrité est agressée par les autres qui vont trop loin ou qui ne respectent plus nos frontières ou qui ne nous respectent plus sous prétexte d'être très proches. Ou alors au contraire, on peut vivre sous le même toit sans partager aucune intimité particulière, sans aucun partage de conversation ou d'activité. La famille, finalement, c'est le projet d'adulte, autonome, éclairé, consentant, qui crée un socle, un foyer, et qui, espérons-le, ont un projet commun. Qu'est-ce que j'appelle un projet commun ? C'est avoir une stratégie éducative en couple pour ses enfants à venir, c'est avoir un code éthique, des valeurs, le désir de rester en lien, et puis peut-être tout simplement le but d'être heureux ensemble. Il y a des parents qui parfois n'ont pas réfléchi à leur projet commun, ce qui peut être embêtant et ce qui peut alors, dans des moments de crise ou à la naissance d'un enfant, susciter des grandes épreuves parce qu'ils ne sont pas alignés ou n'ont jamais réfléchi à ce projet commun ensemble. Ça, c'est une des raisons importantes d'une tension possible. Mais ce projet commun, il est asymétrique, c'est-à-dire qu'il est porté par des adultes pour des enfants qui n'existent pas, et quand ils existent, qui sont mineurs et sous tutelle. Et donc la parentalité, c'est transmettre, et c'est une tâche difficile, ce projet commun, c'est-à-dire donner le goût de ce projet pour qu'il soit désiré par les enfants, partagé et activement nourri, alimenté par eux. Et puis c'est un projet paradoxal, parce que c'est un projet qui consiste à s'aimer sans se connaître. Effectivement, quand nous sommes enfants, nous entrons dans un groupe que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas choisi, qui nous est complètement inconnu, et que nous allons apprendre à connaître, parfois à notre initiative, parfois à nos dépens. Et finalement, les parents aussi se trouvent à procréer ou accueillir des enfants qu'ils ne connaissent pas, qu'ils aiment sans connaître. Cette inversion, je pense qu'on ne la trouve nulle part ailleurs, dans aucun groupe social possible. Cette inversion qui consiste à vouloir aimer et accueillir avant même de connaître la personne. Et finalement, je crois que c'est une des définitions de l'amour familial, c'est aimer sans se connaître et même en dépit de la connaissance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on apprend à connaître et qu'on est heureusement surpris, agréablement surpris ou déçu, qu'on n'aime plus ou qu'on ne tient plus le lien. En fait, l'amour familial, c'est un amour qui a eu lieu avant même qu'on se connaisse et qui est très fort, qui est une matrice, de sorte que même quand il y a des déceptions, des disputes, des déconvenues, on reste en lien. Merci pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup. Je pense que chacun avait des images, des histoires familiales et autres. Merci beaucoup parce que vous nous avez tenus en haleine pendant toute cette heure.
de manière très tranquille, et à la fois, vous disiez des choses tellement importantes et profondes. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Je voulais vous proposer ce soir peut-être que nous puissions nous retrouver au rez-de-chaussée pour une séance de dédicace et avoir la possibilité d'échanger avec vous, Sophie Galabru, sur votre livre, sur peut-être voilà, des échanges et des questions que vous pourriez avoir peut-être plus directement ce soir. Je ne sais pas. Je ne veux pas freiner s'il y a une question ou une autre. Il y en a qui ont pris des notes tout le temps. Hein. Oui, il y en a qui ont pris des notes. On fonctionne comme ça. On se retrouve au rez-de-chaussée pour échanger autour de la dédicace, avec le verre de l'amitié, bien sûr, en vous remerciant, et on poursuit ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.